concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut les gars. Bon, alors, aujourd'hui, on continue les petits focus Coupe du Monde. Et évidemment, j'étais obligé de t'appeler mon copain. Forcément, on parle du Maroc. Eh ouais, t'es notre expert de la chaîne. Forcément, j'ai besoin d'avoir ton avis et que tu nous éclaires un peu deux, trois choses. Donc, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On a besoin de ça. Ça peut être aussi intéressant de vous avoir en commentaire pour nous dire si on est plutôt dans le juste ou si au contraire, vous voyez qu'on est plutôt en train de sortir des saucisses. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça pour faire grandir un peu la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force. Et puis bon, maintenant que j'ai fini mon petit point en marketing, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, la question, c'est le Maroc, jusqu'où ça va au Mondial 2026? Et, question un peu finale, est-ce que ça peut espérer retourner dans le dernier carré comme en 2022? Donc, tu connais le principe, mon copain. Toi, spontanément, le Maroc, ça va jusqu'où au Mondial 2026? Franchement, c'est une question très très compliquée parce que quand tu regardes déjà ce qui se dit un petit peu, on voit un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de son de cloche unanime qui dit le Maroc va faire tel ou tel parcours. Pour certains, le Maroc, ça peut aller au bout. Bon, je pense qu'on va rester un peu modéré sur la question, même si on a ce côté supporter. Et on va juste tout de suite dire les choses. C'est dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et c'est champion d'Afrique en titre. Désolé, amis sénégalais, vous commencez pas à vous boucher les oreilles dès le début du débat, mais c'est la réalité. Donc, sur les perfs, il y a quand même des moyens d'espérer la demi-finale, sur le papier. C'est sûr. Après, tu vois, moi, j'aime bien rester pragmatique. Là, on est sur un nouveau format de compétition qui est très long. Et surtout, on a des grosses équipes qui sont renforcées depuis 2022. On a des favoris qui se dessinent plus que je pense le Maroc. Je dirais pas que le Maroc il peut aller au bout, mais je vais pas non plus aller dans l'autre sens où je vois pas mal de personnes dire le Maroc ça sort en poule ou ça sort en 32e je crois, première 16e le premier accueil. Ça sort en 16e de finale. Bon, franchement, on a un groupe qui est très abordable. Moi dans le groupe, il y a aucune équipe qui me fait peur, pas même le Brésil. Et tu m'intéresses. Hein. Et 32e de finale sur les adversaires potentiels. Je pense que ça va être intéressant de regarder déjà ce qu'on va faire contre la Norvège. Je crois que c'est dans une semaine. Le match amical contre une équipe européenne qui est très intéressant à analyser. Déjà, après ce match-là, on saura déjà si on joue, je sais plus c'est qui, mais on peut jouer une équipe européenne en 16e. Ça peut être déjà intéressant, mais moi, personnellement, si je devais me placer, je pense que, franchement, 8e ou quart
ça serait déjà pas mal. Ok. Non, mais après, Reste en mode- je suis, ce qui serait déjà un beau parcours. Hein. Bah oui, Attention. surtout au vu du contexte, tu as un nouvel entraîneur qui arrive dans les mêmes situations que Regragui. Tu as un groupe où tu as beaucoup de nouveaux joueurs. Tu as pas mal de joueurs qui vont disputer leur première Coupe du Monde, voire même leur première compétition avec le Maroc. Donc, tous ces facteurs-là, on ne peut pas dire demi-finale de Coupe du Monde comme en 2022, parce que même en 2022, on ne s'y voyait pas. Mais c'est pas déconnant, tu vois, c'est un argument qui s'entend. Mais pour rester modéré, franchement, un quart de finale, à partir d'un quart, pour moi en tout cas, je définirais bon parcours du Maroc à partir du moment où le cap des quarts de finale sera atteint. Ok, non mais je comprends, et après c'est assez logique, tu vois, là, je vais partager le classement FIFA. Alors ok, je le dis à chaque fois, le classement FIFA c'est une lecture, c'est pas forcément un truc définitif, mais ça te montre quand même un peu les performances d'une sélection sur plus ou moins le long terme, et on se rend compte que le Maroc, c'est 8e au classement FIFA. Tu vois, on parle d'une équipe du top 10 qui est devant quand même des équipes comme la Belgique, l'Allemagne ou la Croatie. Donc, on parle vraiment, tu vois, de place forte du football mondial. Donc, oui, entendre pour le 8e au classement FIFA qu'un quart de finale, ça serait une bonne performance, c'est cohérent. Moi, je pense que déjà, le quart de finale, je pense que c'est, on va dire logiquement, quand tu es le sélectionneur marocain, l'objectif que tu fixes à ton équipe. Alors après, évidemment, tu peux toujours dire on va aller le plus loin possible, on veut peut-être aller retourner en demi, machin. Mais l'objectif cohérent pour moi en commençant ce débat, pour moi, le quart de finale, ça me paraît être jouable pour cette sélection marocaine. Après, il y a beaucoup de gens qui vont être biaisés par, et c'est normal, hein, le fait de se dire en 2022, tu as fait une demi-finale de Coupe du Monde. Là, l'objectif, c'est de viser autant, voire mieux, tu vois, viser une finale ou une demi-finale, ce qui est tout à fait normal. Mais en gros, en cas contraire, ça serait considéré comme une mauvaise performance pour le Maroc. Ouais. Mais ça, tu vois, je suis pas vraiment d'accord avec cet argument-là, parce qu'il faut prendre du recul sur la situation. Tu as un nouveau format de compétition, tu arrives dans une compète où, comme j'ai dit, tu as un nouveau sélectionneur qui arrive assez rapidement, qui n'a pas énormément de temps pour préparer son groupe. Tu as un groupe qui est très très jeune, mine de rien. Avec des joueurs qui vont participer à leur première Coupe du Monde, t'as pas énormément de cadres. Donc tout ça, tu vois, ça me fait dire que en cas de parcours en dessous d'une demi-finale c'est un mauvais parcours. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, mais j'entends bien sûr l'argument de vouloir faire mieux qu'en 2022. Oui, bien sûr. Maintenant, après, on connaît le foot aussi, c'est des histoires de contexte. En 2022, tu as pu bénéficier de tel ou tel contexte. 2026, ok, tu peux toujours espérer la progression de l'équipe. Maintenant, il y a des joueurs qui sont plus là, le sélectionneur a changé, il y a une nouvelle histoire. Donc, la fameuse progression, pour pouvoir acter la progression du Maroc, c'est genre, il faudrait qu'ils aillent en demi-finale. Je suis pas sûr. Parce que comme on vient de le dire, si ça va jusqu'en quart, mais que tu sors déjà donc ça veut dire que tu sors de ton groupe avec le Brésil et l'Écosse principalement, qui sont quand même deux équipes de bon niveau. Derrière, ça veut dire que tu passes les 16e, les 8e et que tu arrives en quart. Tu vois, pour moi, je te dis, déjà, en commençant ce débat, le quart de finale, pour moi, serait une bonne performance de la part du Maroc. Maintenant, comme tu l'as dit, tu peux pas enlever l'engouement, l'envie, peut-être des Marocains et même d'autres personnes extérieures qui se disent cette équipe qui a fait demi-finale 2022 à la Coupe du Monde et qui est championne d'Afrique en titre, oui, on espère plus. Donc, il y a de l'ambition, en fait. C'est ce que je veux, c'est ce qu'on voit, en fait. Bon, maintenant, je vais te poser, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la liste qui a été donnée par notre ami Mohamed Wahabi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis pour les gardiens? Donc, les gardiens, je les rappelle, on a Yacine Bounou, Mounir El Kajaoui et Ahmed Rama Tagnaoui. Tagnaoui. Pour la petite d'accord, Yacine Bounou, il est tranquille dans cette question. En vrai, j'aurais difficilement vu autre gardien. Tu peux chipoter sur le troisième, mais si je dis pas de conneries, les trois gardiens, donc Bounou, Mounir et Tagnaoui, ils étaient là en 2018, en 2022 et en 2026. Les trois, et je pense que je crois que c'est une première où ça a dû arriver une ou deux fois. C'est assez rare.
que c'est toujours le même trio Trois de gardiens pour les trois Coupes du trois Monde. mêmes gardiens, donc premier, deuxième et troisième, disputent 3 Coupes du Monde d'affilée. Donc ça, tu vois, c'est pas, je pense, le secteur où va y avoir le plus de débats. Il y a eu une micro-polémique sur le fait que Mounir, il n'est pas énormément joué en Botola cette année parce qu'il a été blessé très souvent, parce qu'il joue à Berken. Mais en soi, en deuxième gardien, moi, ça me dérange pas plus que ça. Peut-être il est en manque de rythme, mais je vois pas qui aurait pu être pris à sa place. Et même le fait qu'il ait déjà disputé 2 Coupes du Monde et je crois 2 Cannes, ça en fait, on va dire, un taulier dans le vestiaire. Et c'est toujours bon à prendre, tu vois. Donc, C'est ça. Et après, moi, en fait, j'allais plus te poser la question. Alors, tant mieux, tu vois, ça nous montre qu'il y a une bonne entente entre les gardiens et que si justement tu as 2018, 2022 et 2026, ça veut dire que les mecs cohabitent bien, donc tant mieux. Moi, ma question, c'est plus, est-ce que tu penses justement, un Yacine Bounou, dans cette optique de quart, voire demi-finale, c'est toujours au niveau pour pouvoir répondre à ces attentes-là, ou t'es un peu plus nuancé? Moi, j'ai garde en tête cette CAN 2025. Pour moi, il était très très bon, et donc moi, je suis pas très inquiet. La CAN, elle a juste confirmé le fait que Bounou, même s'il est parti dans le golf, il a gardé un très bon niveau. Moi, j'ai en tête sa finale où il tient le Maroc quasi à lui tout seul sur la première mi-temps. Et même sur la CAN, tu peux rien lui reprocher. Il a fait une CAN irréprochable. Donc pour moi, que tu joues contre une grosse nation mondiale ou même qui ait la pression à partir du moment où tu joues des matchs à élimination directe, Bounou, que ce soit dans un match classique ou sur une séance de tir au but, c'est une valeur sûre pour moi. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est le genre de gardien. On le fait pour toutes les sélections, mais c'est le genre de gardien qui peut te faire passer les tours, qui peut te rassurer et qui a en plus l'expérience, mine de rien, maintenant. À le dire, tu vois. Ça reste un mec qui plus qu'il a je trouve qu'il a une bonne attitude à chaque fois. Donc non, pour moi, c'est vraiment un point positif. Alors après, on va arriver sur les défenseurs. Et là, je pense que sur les défenseurs, il y a peut-être un peu plus à redire. Donc on a bien évidemment Naïef Aguerd. Je pense qu'on va en parler 2 minutes. On a Youssef Belhamari d'El-Ali, Issa Diop de Fulham, Zakaria El Waidi de Genk, Achraf Hakimi bien sûr, Moussa Mazraoui de Manchester United, Chadi Riyad, Anas Salah Eddin du PSV Eindhoven et enfin Redouane, alors tu vas peut-être me dire Halal. Ouais. Ok. De Malines. Alors, est-ce que dans cette défense qui posait quand même vachement question, je me rappelle de nos débats pendant la CAN, est-ce que là, sur cette défense, t'es un peu plus rassuré que sur celle que tu avais pu avoir dans la CAN 2025, où on rappelle, il y avait des El Yami, des Massina et des Romain Saïs. Des bêtises à en vomir. Là, ouais, franchement, je suis satisfait, malgré le fait que beaucoup se plaignent qu'il y ait un grand absent dans cette liste-là, et je pense que ça t'a échappé. Aïd Boudlal, il a pas été sélectionné. J'allais te lancer parce que tu m'en as parlé pendant toute la CAN. Malheureusement, on l'a pas vu. Et là, je m'attendais à le retrouver dans la liste. Et là, il y est pas. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est très simple. Faut savoir que Mohamed Wahbi et Aïd Boudlal, il y a un passif agressif. Je m'explique. Et c'est pas disciplinaire, c'est purement sportif. Faut savoir que Wahbi, avant d'être coach des A, c'était le sélectionneur des U20. C'est-à-dire que Wahbi, il a déjà eu plusieurs moments où il a joué avec Aïd Boudlal en défenseur central. Je ne parle pas du Aïd Boudlal aujourd'hui qui enchaîne en Ligue 1. Il y a de la sérénité, il y a de la continuité, etc. Il joue à un bon niveau. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais, et sur ce point-là, il y a eu il y a une grosse division entre les Marocains, entre les gens qui disent c'est une hérésie, on demande à ce que les jeunes joueurs ils soient appelés, lui il enchaîne en Ligue 1 avec Rennes, mais au final il n'est pas appelé, et d'autres, dont je fais partie, qui prennent du recul sur la situation et se disent Wahbi il s'est fait plomber plusieurs fois par Aïd Boudlal sur certaines compétitions, et il connaît très bien le joueur. Et pour justement justifier mon argument, le dernier rassemblement, du coup le match contre le Paraguay et contre l'Équateur, Aïd Boudlal il a été appelé. Sauf que Aïd Boudlal
a eu 0 minutes à ce moment-là et il a été mis à disposition des U23. Donc déjà, il y avait un premier signe de Wahbi qui montrait que en fait, il n'avait pas la confiance du coach. Ouais, il y a une défiance. Il y avait une défiance vis-à-vis du joueur. Au niveau de la hiérarchie des défenseurs, Aït Boudlal, c'est pas dans le haut du panier. Et je crois que c'est à la CAN, si je dis pas de bêtises, U20, où il t'a fait des boulettes à en vomir. Après, tu vois, entre-temps, son niveau, il a augmenté, il a pris en maturité. Et même, moi, je suis un petit peu Rennes, j'ai suivi un peu Rennes cette saison-là. Les matchs où il a joué, il a été plutôt bon. Je sentais plus de sérénité, plus de confiance dans son jeu. Mais le fait, tu vois, qu'il n'ait pas la confiance du coach, ça reste compréhensible. Moi, je militais beaucoup à la CAN parce que à côté de lui, il y avait des peintres. Il y avait des Amir, il y avait des Saïs. Pour moi, Aït Boudlal, c'était au-dessus. Sauf que là, entre-temps, le secteur défensif, il s'est fortement renforcé avec le retour de Chadji Riyad, avec l'arrivée d'Issa Diop, avec forcément Naïf Aguerd qui a une place indéboulonnable dans cette charnière centrale-là. Aït Boudlal, il est descendu de, on va dire, 2e choix à 3, voire 4. Ouais, 3 voire plus. Dans la hiérarchie, il est vraiment redescendu, si je comprends bien. Et il a perdu encore plus de points parce que sur le dernier rassemblement, Hal, il a joué contre le Paraguay, si je dis pas de bêtises, et il a fait un match qui n'était pas dégueu. Il n'a pas été transcendant non plus, mais il a marqué des points. Il s'est fait griller la place. En gros, on va être très clair, il s'est fait griller la place. Donc là, avec cette liste-là de défenseurs, on partirait sur quoi? Parce que déjà, qu'on soit clair, normalement, c'est défense à 4 du côté de Wahbi. Oui, ça va être défense à 4, je pense. Après, sur quoi on va partir, il y a une interrogation. Oui, il y a une interrogation. Est-ce que déjà Aguerd va tenir sa place, premièrement? Oui, c'est sûr. S'il tient sa place, je pense que la charnière centrale, ça sera Issa Diop, Naïf Aguerd. S'il n'est pas là, ça sera Chadji Riyad, Issa Diop. Après, Issa Diop, il a gagné beaucoup de points sur le dernier rassemblement. Il y a eu beaucoup de débats. Oui, voilà, le sujet d'opportuniste, ça, qu'on l'entende ou pas, il n'y a pas de problème. C'était le même cas avec Brahim Diaz. Mais bon, maintenant, ça y est, il est rentré dans la sélection et après, on le sait très bien. Il suffit que tu sois performant sur le terrain. Ça va dépendre de ta performance et sur la double confrontation qu'on a vue. Il est direct rentré dans le moule. Il est direct dans le moule, il a direct apporté des satisfactions. En plus, nous, on savait que la charnière centrale, c'était le secteur où on avait le plus de lacunes à la CAN. Et là, tu as quelqu'un qui te donne des garanties. Et même avec Fulham, il commence à avoir un peu de temps de jeu sur cette fin de saison. Donc, pour le coup, c'est un avantage qu'on ne va pas se priver. Donc, la vraie question, c'est les automatismes. Mais comme tu l'as dit, il est déjà arrivé en sélection. Il va pas découvrir là pour ce rassemblement-là. Et après, bah oui, on l'a bien dit, hein, il fallait quand même renouveler ce fameux poste de centrale à côté d'Aguerd, même si on connaît Aguerd et on connaît sa fragilité. Maintenant, bon, sur les côtés, pas de débat, on va rester sur la même chose que pendant la CAN 2025 avec Mazraoui d'un côté et Hakimi de l'autre. Bah ouais, malheureusement pour Salahdine, ça va être ça, je pense. Ça va être Mazraoui à gauche, Hakimi à droite. Mais c'est dommage parce que franchement, Salahdine, il a fait une très très bonne CAN, très bonne fin de saison. Mais pour le coup, il y a Mazraoui qui lui passe devant. Je pense que ça va être l'option numéro 1 à gauche, sachant qu'il y a eu El Karouani aussi qui n'a pas été appelé. Qui n'a pas été appelé, qui n'est pas dans la liste. Grands absents, mais ça, pour le coup, c'est un autre. C'est pas un choix sportif, c'est de l'extra sportif parce que le mec, il a connu 3 sélectionneurs, 3 problèmes avec le coach. Le mec, pour caricaturer le mec, c'est une grande gueule. Okay. Donc là, à ce moment-là, quand tu es Wahbi et que tu fais ta liste et que tu n'as pas encore, c'est pas que tu n'as pas toute la légitimité, mais que tu n'as pas encore gagné toute la légitimité qu'avec, par exemple, un Regragui qui pouvait imposer tel ou tel choix, ouais, là, tu te prends pas la tête. Le mec est un peu problématique. C'est pas un mec indispensable. Tu as Salahdine en doublure de Mazraoui. C'est ça. Tu peux t'en passer, clairement. Après, il y a une autre et c'est, je pense, ce qui m'inquiète aussi côté charnière centrale, on n'en a pas parlé, c'est l'état de forme de Chadji Riyad.
Je sais pas si Ouais. tu suis les matchs de Crystal Palace. Certes, il est bien revenu depuis sa blessure, mais il y a eu beaucoup de sorties par prévention pour éviter une rechute. Et je pense que c'est le gros défaut de ce joueur-là, et ça va être l'interrogation de cette charnière centrale. Ah bah, je suis bien placé pour, en tout cas, moi, je suis bien placé pour te dire de l'autre côté son compère qui pourrait Les être. deux, ils ont le même problème. Pour moi, ça c'est. Voilà, tu vois. Ils sont très Ils bons. ont eu la même trajectoire très sur la fin de saison, c'est-à-dire des joueurs qui se sont plus ou moins préservés, économisés en vue de disputer le mondial. Et c'est toujours la même chose dans ce type de cas. Oui, ok, je comprends parce que mondial tous les 4 ans, opportunité et tout ça. Mais est-ce que véritablement pour ton équipe, t'es un vrai plus si les 6 derniers mois, ou allez, on va dire les 3-4 derniers mois, t'as joué en pointillé? Je sais pas, tu vois, l'état de forme, il va être important. Hein. Qui plus est, là, dans une Coupe du Monde, où tu vas avoir des températures à certains moments qui vont être super élevées, des taux d'humidité super élevés. Pas les meilleures conditions pour jouer au foot, et toi, déjà, ton état de forme, il est pas exceptionnel, t'as pas vraiment de rythme parce que t'as pas joué, t'as pas de continuité de saison. C'est une épée de Damoclès, c'est pile ou face, sauf que là, tu as 2 joueurs qui sont comme ça. Après, si ça casse, bah, tu vas jouer avec Halhal et Issa Diop en charnière centrale. Mais les deux, ils sont connus pour les mêmes problèmes. Les deux, ils sont très bons quand ils sont pas blessés, mais c'est blessé très souvent, donc mitigé. Il va falloir vraiment que Wahabi vraiment les gère vraiment très très bien et que je sais pas, tu vois, peut-être qu'il fasse un peu l'équilibriste, mais que justement il puisse arriver à les garder le plus longtemps possible et que tu te retrouves pas. Alors après, voilà, il y a quand même, on vient de le dire, il y a de la concurrence quand même. Ils sont 4 pour 2 postes, voire 5. mais quand même. Parce que Mazraoui aussi, Mazraoui, il est considéré comme quelqu'un qui peut jouer dans l'axe. En plus, tu vois, donc ça veut dire que tu as quand même du monde. Mais c'est vrai que sur le papier, oui, t'as besoin de tes meilleures forces, mais comme pour n'importe quelle sélection. Bon, alors après la défense, forcément, on passe au milieu. Et alors au milieu, moi je trouve quand même que c'est quand même pas mal. Bon, alors on a ce bon vieux Sofiane Amrabat qui est encore là. On va en discuter quand même 2 minutes. Évidemment, on a Ayoub Boadi. Bon, alors, il n'y avait pas trop de suspense quand même, hein, parce que s'il nous avait annoncé quand même qu'il prenait la sélection marocaine mais qu'il n'était pas dans la liste des 26, là, j'aurais pas compris. Pour de bon, franchement. On a Neil El Ainaoui de l'AS Roma, Bilal El Khanous de Stuttgart, Samir El Mourabed de Strasbourg, Asdin Ounahi de Gérone et Ismaël Saibari du PSV. Bon. Là-dedans, il y a quand même du taquineur de ballon quand même. Ça touche bien le ballon quand même dans ce milieu de terrain. Ah ouais, Bill est dans la merde. Hein. Parce que là, il y a le problème du riche. Je sais pas comment il va s'organiser pour son milieu de terrain, mais là, t'as que des bons joueurs. Là. Ah ouais. Alors, je pose juste la question d'abord parce que évidemment, on le connaît, on en a parlé plus d'une fois. Bon, Sofiane Amrabat, c'est pourquoi c'est pour la continuité avec la génération de Regragui. C'est parce que dans ce pur rôle de 6, c'est encore une référence pour le Maroc en 2026. Explique-moi, parce que sa CAN, elle est décevante. Ah oui, après, il vient blessé. Tu vois, je suis pas là pour tirer sur l'ambulance. Sa CAN, elle est pas ouf. Mais Sofiane Amrabat pas blessé, ça peut être intéressant. Après, malheureusement, il est arrivé à un moment où forcément il y a des joueurs qui sont ajoutés dans cet effectif-là. Et les joueurs qui sont à côté de lui, à ce poste de numéro 6, bah, c'est du très très lourd malheureusement, c'est au-dessus de lui. Amrabat, je pense qu'il vient dans cette Coupe du Monde en tant que remplaçant. Je vais même pas dire super sub parce que c'en est pas un. Mais je pense qu'un Amrabat en sortie de banc dans un match assez compliqué où tu auras besoin d'un joueur physique et quelqu'un qui peut tenir la baraque pendant 15 minutes au milieu de terrain, ça peut être intéressant. Je pense, sauf grande surprise, qu'il ne sera pas titulaire parce que tu as des joueurs qui ont donné satisfaction et que tu as un mec qui arrive en superstar et qui va lui chipper sa place. Mais pour le coup, et même en sortie de banc, je le vois même pas. Pour moi, c'est même pas la deuxième option en remplaçant. Pour moi, un Samir El Mourabet, sur le dernier rassemblement, à ce milieu de terrain-là, il a donné plus de satisfaction. Il a gagné beaucoup de points.
Tu penses que c'est plutôt lui qui va justement occuper cette place un peu devant la défense ou Moi, je pense que ça sera El Aina. Je pense que El Ainaoui sera indéboulonnable, mais à côté de lui, ça sera El Mourabet, je pense. Et après, un Ounahi ou un Saibari plus haut sur le terrain, mais la place de 6, ouais, je vois mal Amrabat chipper cette place. Et on est d'accord que Amrabat, je pose la question, mais je me doute un peu de la réponse, mais on est d'accord, il a la bonne attitude. Donc, c'est-à-dire, comme tu viens de dire, s'il vient et que même il rentre pour les 10 dernières pour bétonner un match ou pour machin, il rentrera avec la bonne attitude. Il va pas faire un peu la gueule, il va pas faire la gueule parce qu'il a perdu un peu son statut de titulaire. Non, on est d'accord. Le mot d'ordre de Wahbi, que ce soit dans sa conférence de presse ou même dans sa liste, le message qu'il veut envoyer, il est clair. C'est que les statuts, c'est terminé. Ça n'existe plus. Et là, maintenant, c'est bizarre de parler comme ça, mais c'est un collectif. C'est toute une équipe. Vu les joueurs que tu as à disposition, mon copain, j'ai envie de te dire, c'est pas si con que de miser sur le collectif. Ok, tu as des individualités importantes, on est en train d'en parler, mais de l'autre, tu as quand même de quoi faire un sacré bon collectif parce que tu as des bons joueurs à peu près à tous les postes. Ils jouent ensemble. Tu vois c'est un peu ça. Donc après, sur le reste, les joueurs, on les connaît, hein, que ça soit El Khanous, que ça soit El Ainaoui, que ça soit Boadi, que ça soit Ounahi, que ça soit même Saibari. Après, c'est peut-être la question de Saibari. Saibari, il est mis dans les milieux. Tu penses qu'il va rester, rester dans ce rôle de milieu, ou on va encore le voir ailier gauche comme on l'avait pu le voir avec Regragui? Moi, j'ai juste un espoir. Et c'est ce qui me fait flipper, c'est que j'ai vu 2 numéros 9. Je supplie Wahbi de ne pas le remettre en faux 9. Parce que je crois que c'était contre l'Équateur qu'il a joué en faux 9, c'était horrible. Ah oui. C'était à la CAN, je crois. À la CAN, il a joué en faux 9. Je crois que c'était le deuxième match de poule. Et à la CAN, il joue un match en faux 9. C'était horrible. C'est en pointe haute de ce milieu de terrain-là ou nulle part ailleurs. Parce que sur les côtés, il n'est pas bon. En faux 9, il n'est pas bon. Non, merci. Mais après, tu vois. C'est un milieu de terrain, c'est un milieu de terrain, mais il est un peu particulier parce qu'il peut jouer un peu partout sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'en club, il est très bon à ces postes-là. Tu peux le faire jouer sur le côté, il va être très bon, il va bien percuter. Et en faux neuf, il va être intéressant aussi. Alors qu'avec nous, il a jamais apporté de satisfaction, même à son poste. Ça veut dire que pour le coup, c'est le type de joueur qui est très bon en club, mais qui passe pas le cut en équipe nationale. Et après, sur les autres joueurs que tu as, bon, on en a déjà parlé, je pense même dans notre dernier débat d'un El Khanous qui progresse encore. Ounahi, techniquement, on le connaît et on sait très bien que pour un événement comme ça, s'il est laissé tranquille par son physique, il est très 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 bon. Même avec Gérone, ils sont descendus en D2. Mais la saison qu'il fait. Lui, il fait partie des satisfactions de l'équipe, hein. Clairement, Naï. Donc, s'il est juste, on va dire, laissé tranquille par son physique et qu'il n'est pas rattrapé par ça, bon, on vient de dire, hein. Boadi, El Ainaoui, El Khanous, El Mourabet, Ounahi et Saibari, t'as quand même vraiment, comme je te disais tout à l'heure, de quoi taquiner le ballon. Maintenant, c'est juste à Wahbi de trouver la bonne formule. Et comme tu disais au départ, bon courage parce que là, tous peuvent postuler un rôle de titulaire dans cette équipe. Vraiment, dans ce milieu-là. Même si tu as une petite hiérarchie, je comprends, mais tous en soi, vu les saisons et vu ce qu'ils accomplissent, ouais, ça serait pas déconnant que tous aspirent à une place de titulaire là-dedans. Ça c'est sûr. Après, franchement, moi, je serais à la place de Wahbi. Je pense que je partirais sur un milieu à 3 avec du coup El Ainaoui, Boadi et du coup Nahi plus haut. Mais c'est pas déconnant de partir avec un El Mourabet ou avec un El Khanous. Franchement, c'est les 3 joueurs qui arriveront à mieux jouer ensemble. Parce que et ça, par exemple, est-ce que tu penses que les matchs de prépa, ça peut changer quelque chose là-dessus? Clairement. Ça lui donne franchement, il a 2 voire 3 cartouches pour justement calibrer un peu son tir et choisir le cocktail qui fonctionnera le mieux. Parce qu'il a le temps, même le match contre le Burundi qui n'a pas été diffusé parce qu'ils ont gagné 5-0. Mais là, le problème, c'est que c'était des joueurs qui étaient dans la pré-liste. Il y a des mecs. Et donc là, tu peux pas réellement te baser dessus. Ça, c'était vraiment la grosse répétition. Là, tu as ton groupe.
le premier match contre la Norvège et le deuxième contre Madagascar, c'est dans ces matchs-là où il va falloir que tu fasses tes tests pour que tu arrives opérationnel contre le Brésil. Donc là, on va pas être normalement, tu sais, sur l'espèce de match amical qui sert à rien, où il y a peu d'enseignement à tirer. Tu penses que là, vraiment, Wahbi, Oui. au niveau du milieu de terrain, et peut-être à d'autres postes, mais en tout cas pour son milieu de terrain, il peut peut-être aussi trouver la formule avec ces deux matchs-là. Ouais, bah, je pense que c'est sûr. De toute façon, lui, il a pas eu beaucoup de cartouches. Chaque match est bon à prendre, même le match contre le Burundi. Il y a eu déjà des premiers enseignements positifs à tirer sur certains joueurs, notamment sur Boadji, etc. Tu as eu certains joueurs qui t'ont donné satisfaction et qui sont présents dans cette liste finale. Donc pour le coup, chaque match amical est bon à prendre, surtout au vu du style de jeu des équipes qu'on va affronter. La Norvège, c'est toujours intéressant d'affronter une équipe comme ça, européenne, on va dire, de milieu de classe. Et Madagascar, qui est une équipe africaine, mais qui a un style de jeu particulier, qui est très physique, etc. Où là, tu vas pouvoir avoir des garanties athlétiques sur les joueurs que tu as sélectionnés. Ok. Bon, alors maintenant, on termine cette liste avec les attaquants. Et là aussi, on a encore des bons petits joueurs. Donc, on a Ayoub. Alors, c'est comment? C'est Amemouni, on dit? Ouais. Ayoub. Amemouni de Francfort. Ouais. Brahim Diaz, Real Madrid. Ayoub El Kaabi de l'Olympiakos. Abdé El Zelzouli du Real Betis. Soufiane Rahimi d'Al Ain. Shemsdine Talbi de Sunderland et enfin Jessim Yassine de Strasbourg. Alors, est-ce que dans cette liste d'attaquants, pour toi c'est complet ou tu regrettes notre bon vieil Youssef En-Nesyri? Oh, lui, ça y est, c'est bon. Hein. Je pense que ça y est, lui. Non, en vrai, il y a eu une surprise. Je pense que la grosse surprise de cette liste, elle est là-dedans. Le Ayoub El Maïmouni, pardon. Ouais. Personne l'attendait pour le coup. Je pense Ah que ouais. même moi, je m'y attendais pas. Il y avait C'est pour ça que j'ai posé la question sur la prononciation parce que je l'avais pas. Donc vraiment, Et alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi? C'est Wahbi le connaissait? Ouais, franchement, Wahbi le connaissait et le mec, c'est ascension fulgurante. Le gars, je crois, il était dans la réserve de Schalke. Avant, il jouait en D4. Il a été transféré à Francfort, je crois, en milieu de saison. Et il a enchaîné. Franchement, c'est un profil vraiment intéressant, qui est très, très percutant. Il me rappelle un peu le profil d'Abdé, mais en plus athlétique. Et pour le coup, l'avoir, je pense que ça peut apporter beaucoup, beaucoup en sortie de banc. Donc, pour le coup. Là, je vois sa saison. Ouais, c'est un gars qui a joué, qui a marqué 2 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Bundesliga et qui est arrivé, on va dire, au fur et à mesure de la saison. Donc, ouais, c'est la surprise. Est-ce que lui, il a une chance pour toi de gratter des minutes de temps de jeu ou il est juste là pour la belle expérience, pour le truc et pour prendre justement de l'expérience? Bah, en soi, c'est pas un hasard s'il est là parce que on savait tous que la concurrence chez les attaquants, elle allait être très très rude. Il y a beaucoup de gens qui attendaient un Mama, qui s'attendaient un Achomash ou même oh putain, j'ai un trou. Ouais, Achomash qui est pas dedans. Non, qui est pas dedans. Achomash qui est pas dedans, qui fait finale de Conference League mais qui est pas dedans. Malheureusement, saison un peu en demi-teinte cette saison-là, surtout la deuxième partie. Et je pense qu'il a surtout été écarté par rapport aux soucis suite à la CAN, parce que il fait partie des membres du vestiaire qui étaient très remontés contre Brahim Diaz à la fin du match. Et pour préserver son groupe, je pense qu'il a préféré prendre d'autres joueurs. Mais ouais, il fait partie des grosses surprises. Il y avait aussi une hésitation concernant Jessim Yassine. Ouais. Parce que, très bon joueur, mais pour beaucoup, il n'a pas assez joué. C'est peut-être un peu tôt pour lui pour disputer une Coupe du Monde. Moi, je suis pas étonné. Je pense que son profil, il est intéressant et ça peut être bon de le faire rentrer en fin de match. Il peut t'apporter beaucoup de danger sur le côté. Donc pour le coup, c'est pareil. C'est aussi c'est un joueur de Wahbi aussi. Wahbi le connaît aussi. Donc après, on l'avait dit dans cette liste-là, et à partir du moment où tu vas choisir ce sélectionneur qui a eu les U20, qui a eu des résultats avec, tu vas être obligé d'avoir ce sélectionneur qui va s'appuyer sur une partie de ce vivier-là. Alors après, qu'il fasse qu'une liste qu'avec ces joueurs-là, non.
Mais c'est vrai que dans certains cas, bah oui, là où en fait ça nous fait un peu bizarre. Enfin, moi je te dis ça de l'extérieur parce qu'on avait généralement un truc bien cadré et bien pépère avec Regragui. Et là, oui, là on se retrouve avec certains gars. Alors je te dis pas qu'ils pouvaient pas mettre des dingueries, hein, Regragui, mais là il y a des joueurs là, comme on vient de dire, à même je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas. Donc pour moi, c'est aussi là qu'il met sa patte sur l'équipe. C'est qu'il va aller chercher des gars qu'il connaît, pour lesquels il a des certitudes. Et tu l'as dit tout à l'heure pour Aïd Boudlal, il n'avait pas forcément ces certitudes-là sur le papier. Il a préféré pas prendre de risque, en fait. Bah, pour beaucoup de personnes, il y a eu la crainte de se dire, bah, du coup, Wahbi, vu qu'il a gagné la Coupe du Monde avec les U20, dans cette liste-là, il y allait avoir beaucoup de U20 qui allaient prendre la place d'autres cadres, on va dire, ou d'autres personnes qui étaient plus méritantes. Dans la pré-liste, j'ai pas compté, mais il y avait beaucoup de U20. Dans la liste finale, Jessim Yassine, c'est le seul qui a joué la Coupe du Monde avec Wahbi. Donc on n'a pas de Mama. Zabiri, qui était dans la pré-liste, il n'a pas été sélectionné, manque de temps de jeu avec Rennes. Mama, très bon, je crois qu'il finit joueur de la saison avec Watford, pas sélectionné. Aïd Boudlal, on l'a dit tout à l'heure, manque de garantie. Donc c'est ce que je trouve intéressant et c'est ce qu'on reprochait à Regragui. C'est justement lui d'ailleurs aussi qui avait une génération de U23 à disposition qui était championne en titre de la CAN U23. On lui reprochait beaucoup de ne pas incrémenter justement ces joueurs qu'ils avaient remporté cette CAN U23 et faire un peu un mix avec les cadres qui existaient pour avoir une équipe compétitive. Là où lui, il se basait sur les statuts et il incorporait très peu de joueurs de cette génération-là. Là, Wahbi, il n'hésite pas du tout. Il ramène des joueurs comme El Mourabet qui sont très jeunes, des Jessim Yassine, des Halhal. Tu as plein de joueurs qui sont très très jeunes, qui n'ont pas joué de compétition avec le Maroc, mais qui sont compétitifs, qui sont bons avec leur club. Et du coup, bah, il n'y a pas d'histoire de statut, bah, moi je te connais donc je te fais jouer, etc. Ça n'existe plus au Maroc. C'est ça. Maintenant, juste ce qu'on peut voir, et ça fait une transition avec les absents. Bon, on se rend compte que, mine de rien, en termes de numéro 9, est-ce que c'est pas un peu limité cette liste-là de Wahbi, ou toi ça te convient? Par exemple, et on le sait, Egaman est blessé, il sera pas là. En-Nesyri, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'est pas là non plus. Ben Seghir, c'est pas un véritable neuf, mais c'est un joueur aussi pareil qui peut jouer offensivement. Ils sont pas là. Toi, ça te suffit, toi, cette liste-là pour les attaquants? Moi, personnellement, j'aurais préféré voir quelqu'un. Il y a deux, je pense, potentiels neufs qu'ils auraient pu être sélectionnés, qu'ils étaient dans la pré-liste. Moi, on a dit Ben Seghir. Ben Seghir, je pense que s'il l'avait pris, c'était pour jouer sur le côté. On connaît Ben Seghir, il a eu une saison très compliquée, même si sur ses derniers matchs, il a fait quelques bonnes entrées. C'est un très bon joueur, mais le transfert à Leverkusen, ça a été un flop. Et pour le coup, il a perdu beaucoup avec ce transfert, je trouve. Il est bien revenu sur ses derniers matchs, à voir ce que ça va donner la saison prochaine. Après, pour revenir au numéro 9, je pense à un Ben Tayeb. Je ne sais pas si tu as suivi la Ligue. Ouais. La saison avec 3 qu'il fait. Après, c'est la question, est-ce que tu prends l'attaquant de Ligue 2? C'est la vraie question, moi, pour moi. C'est la vraie question. Après, le match contre le Burundi, match amical, il met un doublé. Malheureusement, le match, il n'a pas été retransmis. Du coup, on n'a pas pu voir vraiment comment le match s'est déroulé. Mais le mec, il met un doublé. C'est pas rien. Et l'autre, je pense, gros numéro 9 qu'on aurait pu appeler, c'est Begraoui, qui joue en Ligue portugaise et qui est à 19 buts, je crois, 19 ou 20 buts. Il fait partie du top 3 des meilleurs buteurs du championnat. Donc pareil, c'est la même question. Tu te dis, le championnat portugais, c'est pas assez compétitif. Est-ce que dans une compétition comme ça, où tu as une compétition longue et qui va être intense, est-ce que ça va vraiment faire le taf en numéro 9? C'est les choix du coach, tu vois. Il y en a beaucoup qui voulaient plus de El Kaabi à cause de sa CAN en demi-teinte, notamment à cause de sa finale où il est passé à côté. Et Rahimi, bah, c'est un mec à qui on n'a pas réellement donné sa chance. On l'a vite passé à la trappe directement, alors que c'est un joueur qui est pas dégueu, tu vois. Mais bon, à voir, franchement, deux numéros 9, pour moi, ça me paraît très juste. Et je pense que Wahbi, dans sa tête, il y a un Saibari en faux 9 qui se glisse dans l'équation et qui sera plus, je pense, positionné en faux 9 plutôt qu'en milieu pointe haute. Ouais, je viens de vérifier. Begraoui, comme tu dis, hein, c'est 20 buts en championnat portugais quand même, en 34 matchs. Hein. Je crois qu'il est le troisième meilleur buteur du championnat, mais je pense que c'est
c'est le championnat qui l'a tué parce que il part de, je crois, il a été formé à Toulouse, si je dis pas de bêtises, il a fait une saison au TFC. Et ensuite, il est parti au Portugal. Il gagne la CAN. Il commence à Auxerre même. Il est formé à Auxerre, il passe après à Toulouse, il va à Pau, il repasse par Toulouse et après il est transféré en 2024, en juillet 2024 à Estoril. Et depuis il enquille les buts. Donc quand même, ok, je veux bien championnat portugais, mais ça reste quand même une certaine référence. Bon, est-ce que Soufiane Brahimi, étant joueur à Al Ain aux Émirats Arabes Unis, est-ce que c'est véritablement une plus grosse certitude? C'est ce que je veux dire. C'est des joueurs, c'est El Kaabi et Rahimi, c'est des joueurs qui sont toujours là. El Kaabi, c'est sa première Coupe du Monde. Rahimi, il n'était pas là en 2022, si je dis pas de conneries. Non, il n'était pas là, non. Les deux, c'est des joueurs qui sont là depuis très longtemps avec le Muntakhab, mais qui n'ont jamais apporté de vraie satisfaction. On connaît le poste de numéro 9, c'est un poste qui est maudit chez nous. Ils n'ont jamais réellement apporté de certitude. Les deux, ça peut être très bon comme très mauvais. Donc, et en plus, tu prends les deux. Enfin, je pense que ça aurait été judicieux de faire un choix fort là-dedans. Tu en prends un des deux, celui qui donne le plus de garanties, et le deuxième, tu laisses une chance à quelqu'un qui a été performant toute la saison, soit un Begraoui, soit un Ben Tayeb. Moi, personnellement, j'aurais pris El Kaabi parce que ça reste plus compétitif qu'un Rahimi, et un Ben Tayeb derrière parce que le mec, il finit meilleur buteur de Ligue 2. Ça reste la Ligue 2, ok, mais le mec, il survole le jeu. Pour avoir vu quelques matchs de 3 cette saison, je te garantis que franchement, il a vraiment quelque chose, le garçon. De toute façon, bon, on va voir le mercato, mais il y a de fortes chances pour qu'il reste à 3 l'année prochaine. Donc, on va le voir en Ligue 1. Donc, par la suite, je pense pas qu'il retournera en moto là parce qu'il est prêté jusqu'à la fin de saison. Mais il y a déjà des équipes qui s'intéressent à son profil. Donc, pour le coup, saison très intéressante. Et franchement, c'est dommage parce que moi, je le voyais presque. Pour moi, les signaux, ils étaient ouverts pour le voir dans la liste. Ça aurait pu. Honnêtement, ça aurait pu. Maintenant, après, voilà, il faut faire des choix. Tu as un nombre limité de gars. Bon, ok. Donc là, on vient de se faire la liste ensemble. C'est plutôt quand même cohérent dans ce qu'on a dit, dans le fameux objectif quart, voire demi-finale. On voit bien, il y a de la qualité à tous les postes. Alors bien sûr, il y en a certains qui prêtent à discussion, ce que tu veux, mais il y a de la qualité à tous les postes. Bon, il y a un autre truc sur lequel moi je voulais t'arrêter, c'est un peu le parcours de qualification. Mon parcours de qualification. Alors, je t'arrête juste 2 minutes parce que ça a été une formalité de chez formalité. 8 matchs, 8 victoires, 22 buts marqués, 2 encaissés. Il y a même pas eu de alors ok, je suis d'accord que République du Congo, donc c'est pas la RDC, c'est Congo, c'est l'autre Congo, Zambie, Tanzanie, Niger. Bon, c'était pas des gros cylindrées. Par contre, ça a même pas tremblé une demi-seconde, quoi. Après, c'est des équipes de seconde zone d'Afrique. On les connaît, les parcours qualificatifs pour la Coupe du Monde, généralement, là, surtout avec la nouvelle formule. Tu tombes un peu contre des équipes de peintres, à part si tu tombes sur une équipe un peu mieux classée. Niger, Congo, et tu m'as dit c'était qui le troisième? Tanzanie et Zambie. Tanzanie, ouais, Zambie. C'est des équipes, elles vont pas souvent à la CAN. Bon. C'est pas, je pense que c'est pas quelque chose sur lequel on peut réellement se baser pour dire, voilà, c'est. Essayer de te motiver, tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va bomber un peu le torse en entendant ça, tu vois. Bon, ça va. Cette école, je suis pas de cette école, j'aurais pu, mais bon. Moi, Non, mais après, voilà. C'est juste aussi pour montrer que, alors, on vient de le dire, le groupe était largement à la portée du Maroc, mais il n'y a pas eu, on va dire, il n'y a pas eu d'accident. Ça a été pris correctement et on voit bien aussi. T'as raison, les éliminatoires maintenant de la Coupe du Monde ont changé par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, mais n'empêche que ça a été pris sérieusement et t'arrives encore une fois dans cette Coupe du Monde avec des références. Donc là, c'est des références mineures si tu veux, mais tu ajoutes à ça cette fameuse demi-finale de 2022, cette CAN remportée en 2025, ça en ajoute quand même. Le classement FIFA, mine de rien, oui, quand on parle de quart de finale voire demi-finale, on n'est pas juste en train de se faire plaisir pour le Maroc. C'est une réalité. Ce groupe, cette équipe-là, elle est compétitive. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que Wahbi peut arriver à faire passer un cap supérieur à cette équipe du Maroc, ou c'est trop tôt pour toi? Il faut pas attendre de lui forcément monts et merveilles dès cette Coupe du Monde 2022. En vrai, passer un cap, c'est dur parce que la barre, elle est vraiment haute. Parce que pour le coup.
En fait, le Maroc, on a depuis, je pense, Hervé Renard, on est sur une pente montante constante. C'est-à-dire que tous les coachs qui sont passés après Renard, et Renard, il en fait partie, ça a été entre guillemets le précurseur, bah, tu as toujours eu un cap qui a été franchi. Que ce soit Renard, Vaïd, Regragui, tu es toujours allé au-dessus. Et là, la finalité, bah, tu es 8e au classement FIFA, tu es champion en titre de la CAN, demi-finaliste de Coupe du Monde. Là, le step au-dessus, je me dis, là pour l'instant, je pense que Wahbi, s'il est là, il est installé pour un petit moment. Je pense que il ne faut pas attendre de cette Coupe du Monde de step up parce que pour le coup, si tu montes d'un cran, c'est finale où tu la remportes. Et je pense que sur cette édition-là, je pense que l'objectif principal, ça va vraiment être de maintenir cette barre au même stade, maintenir ce niveau-là pour justement préparer 2030. Et là, 2030, tu es chez toi. Là, pour le coup, l'objectif, ça va vraiment être d'aller au bout, même si ça paraît fou de dire ça pour une nation africaine. Je pense que cette Coupe du Monde-là, elle peut vraiment servir de tremplin pour l'édition suivante. Mais dire passer un step avec Wahbi, je pense que ça va être très, très compliqué. Après, c'est impossible. Alors, je vais te poser une question qui peut un peu, on va dire, adoucir le truc. Est-ce que si justement on voit ce Maroc qui continue, on va dire, d'être performant et qui va jusqu'en quart de finale, est-ce qu'on peut dire que cette continuité-là, ça pourrait être aussi un fameux step-up qui est passé, c'est-à-dire que maintenant, et vraiment sur une durée beaucoup plus longue, le Maroc est véritablement devenu une équipe extrêmement compétitive en tournoi international. Est-ce que, ne serait-ce que juste si ça fait quart, il les amène en quart, et ce qui n'est pas rien, mais est-ce que, ok, sur le papier, ce sera un tout petit peu en dessous de la demi, mais est-ce que ça pourra pas être considéré, oui, comme un succès, parce que c'était quand même aussi casse-gueule de reprendre cette équipe-là au mois de mars et de l'amener en quart de finale. Donc pour moi, ok, il y aurait pas cette progression-là qui serait actée par le fameux demi-finale et machin, mais quart de finale, pour moi, c'est extrêmement positif. Hein. Bah, en vrai, je pense que je te dirais oui, et je vais prendre logiquement l'exemple du PSG. Pendant très longtemps en Ligue des Champions, on s'arrêtait souvent au même stade. On avait un plafond de verre en 8e ou en quart, on n'allait pas au-dessus. Et je crois que c'est l'année où on joue contre City, je crois c'est 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est 2021. L'année où on joue contre City, on passe les demi. Et on peut se dire, bah vas-y, c'est un coup de chance, voilà, le parcours il est facile, tel facteur a fait que tu as réussi à aller en demi-finale. Mais depuis ce moment-là, bah, tu n'es plus redescendu. Et ça nous fait dire qu'aujourd'hui, bah, le PSG fait partie des grands d'Europe parce qu'on est régulièrement présent dans le dernier carré. Là, on est parti pour remporter la deuxième Ligue des Champions. Bah, le Maroc, c'est pareil. Il y a encore des gens qui vont trouver l'argument de dire oui, mais 2022, c'était un coup de chance. Ok, si vous voulez. Mais là, le fait de se retrouver en quart de finale, surtout avec cette nouvelle version où tu rajoutes un tour en plus dans les phases à élimination directe, bah, ça va te faire dire, bah, en fait, le parcours de 2022, c'était pas vraiment un parcours de chance. Et en fait, c'est juste le résultat d'un travail de longue haleine. Et le fait qu'il y ait de la continuité, bah, ça montre que voilà, c'était pas un coup de chance et que là, on est installé comme une équipe compétitive. Encore plus, parce que maintenant, et c'est ce que nous dit Malfo sur le chat, mine de rien, il nous dit le milieu de terrain a les joueurs, mais peut-être pas les automatismes. Mais par contre, il fait les âges. El Mourabé, 19 ans, Boadi, 18, El Khanouz, 22, Amoumaini, 21 ans, Jessim, 20 ans, Shadi, Riyad, 22 ans, et les autres 24 ou 25. C'est vrai qu'en fait, quand on reprend la liste des âges, tu peux te dire que, bah oui, la fameuse question, c'était pas qu'un one-shot. Bah, tu vois bien, en fait, que la génération qui arrive semble tout aussi talentueuse, mais les âges, c'est pas les mêmes, en fait. Là où 2022, t'étais peut-être avec des gars qui arrivaient peut-être au bout, peut-être pas encore au bout, mais qui arrivaient vers le bout de leur carrière. Là, comme on vient de le dire, c'est des gars qui ont la vingtaine. Donc, des gars qui ont la vingtaine, normalement, ils peuvent en faire 1 à 2 encore des Coupes du Monde, largement. Bah après, ouais, tu vois, et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est pas le groupe complet, pas comme ça. Et c'est ce qui, je pense, fait la force de Wahbi, c'est qu'il fait un mix des deux. Là, tu gardes des cadres qui étaient là. Il y a des mecs qui étaient là en 2018, tu as des mecs qui étaient là en 2022, et tu viens incrémenter les talents
on va dire, les nouveaux talents qui émergent. Certes, ils sont jeunes, mais l'âge, ça va pas forcément être un frein pour toi. Là où peut-être pour Regragui, ça a été un frein de se dire bah, peut-être qu'il manque de maturité, peut-être que c'est trop jeune, une Coupe du Monde à 18 ans, même dans le foot un peu OG, tu vois, c'est te dire putain, les mecs, ils jouent une Coupe du Monde à 18 ans. Avant, c'était presque impossible. Alors que là, maintenant. Ah ouais, non, mais là, et puis lui, on a bien compris que ça allait pas lui faire peur. Ça allait pas lui faire peur de sélectionner ses mecs. Des Yamal, Mbappé, il a quoi? Il a 26 ans, il dispute sa 4e ou 5e Coupe du Monde. Yamal, il a 18 ans, il dispute sa première Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu vois, le fait de se dire, bah, les joueurs, ils ont 18, 19, 20 ans, c'est pas forcément un point négatif. Ça peut être bien et même ça installe une continuité pour les prochaines Coupes du Monde, comme tu as dit. Comme dit le fameux philosophe, Kylian Mbappé me parle pas d'âge, hein. Donc ça va dans ce sens-là. Donc ok, bon, maintenant dernier truc important de notre débat. Donc là, on a pu bien montrer un peu les forces, les faiblesses, et ce qu'on peut espérer du Maroc avec la liste et tout ça. Bon, maintenant, place au terrain de 2 minutes, mon copain. Le groupe du Maroc avec le Brésil le 14 juin à minuit à New York, ça claque bien quand même. Un Brésil Maroc à New York à minuit. J'aurais voulu être là. Ah ouais, franchement, ouais. Après, ça enchaîne 6 jours après face à l'Écosse à minuit aussi à Foxborough. Et ça se termine le 25 juin à 4h du matin à Atlanta face à Haïti. Bon. C'est à 4h du matin, c'est pas à minuit? Moi, je l'ai à 4h du matin. Oh putain. Je crois que les 3 matchs sont à minuit. Alors attends, je vais juste revérifier en attendant que tu me dises ça. Alors attends, la liste. Je me trompe, mais de tête, j'ai vu. Non, tu as raison, j'avoue. C'est les 3 matchs sont à minuit. Donc pardon, je me suis trompé. J'ai eu peur. Donc non, t'auras pas besoin de te réveiller à 4h du matin pour aller regarder le Maroc-Haïti. Ça va, rassure-toi mon copain. Bon, là plus sérieusement, le match d'ouverture Brésil-Maroc, donc oui, c'est quand même un peu un match de rêve pour je pense pour les supporters marocains quand même, parce que le Brésil, ça reste une sacrée équipe, peut-être pas la meilleure de la meilleure génération, mais ça reste une sacrée équipe. Toi, pour ce fameux match d'ouverture, tu vois quoi? Tu vois le Maroc qui accroche le Brésil, le Maroc qui va carrément battre le Brésil, ou la logique est un peu respectée, même si c'est pas un grand Brésil, ça reste le Brésil, donc ça gagne. Tu vois quoi pour ce premier match? Franchement, la disposition des matchs, elle m'arrange. J'aurais pas voulu jouer le Brésil en 2e ou en 3e. Là, pour le coup, tu rentres direct dans ta compète et ça va direct te donner la couleur des résultats que tu devras avoir les prochains matchs. Parce que si tu floppes contre le Brésil, bah, ça va te mettre un taquet et tu vas te dire putain, va falloir aller chercher les points, même si, sauf gros accident, je vois très mal le Maroc pas passer les poules parce que suffit de finir meilleur 3e, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ah, tu joues à Haïti, hein. Donc après, c'est la vraie question. Haïti, je pense, c'est 3 points, je vais pas dire assurés, mais on n'est pas loin. Et l'Écosse, même si c'est pas évident à jouer, je pense que le Maroc va s'imposer. Après, pour le Brésil, forcément, il y a le côté supporter qui va parler, mais je pense que le Maroc va gagner contre le Brésil. Comme tu as dit, c'est pas le Brésil. Certes, il faut respecter la légende du Brésil en Coupe du Monde, etc. Je pense que le pire Brésil, c'était le Brésil de la dernière Coupe du Monde. Là, ils sont un peu renforcés. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont intégrés à cette équipe. Tu as un nouveau coach, Ancelotti. Ça doit être pris en compte. Mais on connaît aussi un peu la rivalité, cette bonne guerre. Il y a une petite rivalité entre le Maroc et le Brésil. Mais je pense que le Maroc va gagner le match contre le Brésil 2-1. Ah ouais, en plus, ça nous sort le score en plus. Ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, mine de rien, tu plantes le décor. Parce que si le Brésil vient se faire taper par le Maroc pour le premier match, un gros le Maroc lance de la meilleure des manières sa Coupe du Monde. Parce que derrière, je le rappelle, c'est l'Écosse. Faut pas les sous-estimer, mais ça reste plus abordable pour moi que le Brésil. Et après, on l'a dit, le dernier match, c'est Haïti. Donc, si réellement tu prends les 3 points là, pour moi, je vais même te dire, tu prends une grosse option pour la première place. Hein. Je vais même me mouiller. Hein. Franchement,
Si on gagne le match contre le Brésil, c'est pas déconnant de faire un 9 sur 9. Hein. Ah oui, bah non, bah si t'as battu le Brésil, oui, moi j'avoue, je peux te croire largement ton 9 sur 9. J'aime pas trop parler chiffres, mais tu gagnes le Brésil, pour moi, t'as 80% de chance de finir avec un 9 sur 9. Ah, ça c'est sûr, parce que comme on l'a dit, il y a un match qui est très déséquilibré, même si on manque pas de respect à Haïti, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais il y a un match qui sur le papier est extrêmement déséquilibré, c'est celui-ci, et face à l'Écosse, ok, il y a des joueurs intéressants en Écosse, et comme je te dis, faut pas les sous-estimer, mais si t'as battu le Brésil en ouverture, t'es porté par un truc, mon copain. Là, j'avoue, je pense. Donc, sincèrement, toi, la première place du groupe, t'y crois. Vraiment pas du tout. Tu crois en tant que supporter. C'est vraiment, sincèrement, tu penses qu'il y a vraiment moyen d'aller la récupérer quand t'es le Maroc? Oui, je pense franchement, il y a de la place et je pourrais même encore plus être sûr dans mon débat après le match contre la Norvège. Parce que pour moi, je pense qu'on aura des vraies réponses après ce match-là. Parce que tu auras déjà ton groupe, tu auras déjà un premier aperçu de ton match contre une sélection européenne qui n'est pas dégueu. Je pourrais te dire après ce match-là si ça fait 9 points ou si ça finit 3e. Ouais. En gros, ce premier match, alors après, c'est pour tout le monde. Hein. L'entrée en matière, c'est toujours particulier, ça peut conditionner. Mais après, pour moi aussi, il faut faire gaffe. Parce que même, on se rappelle de la dernière Coupe du Monde 2022, l'Argentine commence par une défaite face à l'Arabie Saoudite et pourtant, ça va au bout derrière. Ouais. Donc, tu vois, il faut toujours un peu nuancer. Par contre, c'est vrai que le premier match reste quand même un minimum important sur ta manière, en fait, d'aborder la compétition. Et parce que tu peux te permettre de faire tourner au dernier match, et ça, c'est encore moins négligeable avec ce nouveau format. C'est un luxe que pas toutes les équipes pourront se permettre. Et sachant que, pour le coup, le Maroc a le vrai avantage dans ce petit truc-là, c'est de jouer Haïti pour ton dernier match. Donc, si tu as fait le boulot avant, bah, normalement, tu as une marge conséquente sur ton adversaire et tu peux te permettre de faire tourner sans compromettre tes chances de pouvoir peut-être terminer premier du groupe. Donc oui, évidemment, ce premier match, il est hyper important. Et je vais même te dire un autre truc, c'est que on le voit là sous le prisme marocain, mais je pense que quand t'es brésilien, alors je te dis pas qu'ils sont en train de flipper. Ah oui. T'es pas rassuré du tout, hein. T'es pas rassuré du tout par jouer le Maroc en match d'ouverture quand t'es le Brésil. Hein. Franchement, je pense que des deux côtés, je pense que le Brésil je vais pas dire a plus peur, mais je pense qu'ils appréhendent plus le match contre le Maroc que les Marocains appréhendent le match contre le Brésil. Je pense que nous, on a, je pense, on le voit plus sous l'angle, bah, on va les battre, mais si on les bat pas, ça va, alors que eux, c'est le contraire. Je pense que si tu bats pas le Maroc, ça risque d'être compliqué. C'est pas ça, c'est que le Maroc, dans cette opposition-là, j'ai envie de te dire, alors, ça pourrait être un peu péjoratif pour le Maroc quand je le dis, mais le Maroc a rien à perdre, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait une certaine logique, en tout cas aux yeux du grand public, si le Brésil bat le Maroc. Donc, pas mort d'homme. À l'inverse, forcément pour le grand public, si le Maroc accroche et même bat le Brésil, il va y avoir un truc déconnant. Donc, dans l'approche, si t'es Wahhabi à ce moment-là, tu dis, il faut arriver à trouver la bonne causerie pour arriver à leur faire comprendre que les gars, on n'a rien à perdre. On n'a pas de pression particulière sur ce match-là, peut-être plus sur les deux prochains, mais sur celui-là, mais jouez, amusez-vous et vous jouez le Brésil, qui est une des références mondiales. Quand tu as été gamin, tu t'es forcément pris un jour pour un joueur brésilien. Donc, il y a ce côté-là où t'as pas grand-chose à perdre, mais sur le papier, tu as quand même une sélection, on vient de le dire, qui est en capacité de pouvoir battre le Brésil 2026. Donc, pour moi, dans la préparation, c'est un vrai avantage que Wahhabi par rapport à Ancelotti, où tu sens que dès le départ, il va y avoir la pression pour lui. Ouais. Bon, alors, il nous reste un dernier truc, c'est le fameux tableau. Alors, est-ce que on va prendre les deux possibilités, si le Maroc termine premier de son groupe. Si ça termine premier de son groupe, ça va donc jouer un deuxième de groupe. Et le deuxième de groupe, je suis en train de le reprendre, c'est le groupe F. Alors attends, je prends ça, le groupe F, parce que je ne le connais pas par cœur. C'est le groupe F. C'est celui des Pays-Bas, du Japon, de la Suède et de la Tunisie. Donc, si le Maroc termine premier de ce groupe-là,
ils joueront le deuxième de Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Très très chiant. Abordable. C'est abordable, mais c'est pas évident parce que pour le coup, je pense que ce groupe-là, il va être déjà beaucoup plus disputé. On voit déjà un peu moins le premier de ce groupe se dessiner par rapport au groupe du Maroc. Moi, je joue les Pays-Bas ou je joue le Japon, il n'y en a aucun des deux qui m'arrange. Parce que le Japon en Coupe du Monde, c'est très fort. Et les Pays-Bas, bah, c'est les Pays-Bas. Je saurais même pas te dire quelle équipe je préférerais jouer. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que si ça termine premier, par contre, donc ça va jouer. Si ça termine premier, ouais, ça joue. Donc, ça va jouer le premier de ce groupe-là. Ouais. Donc, soit les Pays-Bas, les Japon, la Tunisie ou la Suède. Donc ça, c'est pour les 16e. Par contre, si on va un tout petit peu plus loin, j'ai pas fait toutes les projections parce que c'est trop compliqué et tout ça. Ouais. Mais si ça finit premier donc en 16e, je l'ai dit, le deuxième de ce groupe, Pays-Bas, Japon, Suède et Tunisie, et en 8e de finale, ça jouerait soit le deuxième du groupe E, donc Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire ou Équateur, ou le deuxième du groupe entre la France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak. Si ça termine premier, c'est pas forcément non plus un gage de sécurité, hein, mon copain. C'est ça. C'est la douille un peu que tu te prends, tu finis premier, mais t'as pas forcément le parcours le plus simple. Ouais, quart de finale, tu peux taper la France comme tu peux taper le Sénégal. C'est exactement ça. Donc, pour arriver vraiment avec exactitude à dire le Maroc, ça fait quart, ça fait demi, on vient de le dire, et ça dépend aussi de tout un tas d'équipes que tu vas affronter. Qu'est-ce que tu vas avoir? Est-ce qu'on va avoir une hiérarchie qui est respectée dans tous les groupes avec tous les favoris qui terminent premier de leur groupe? Ça arrive quasiment jamais dans les Coupes du Monde. Donc, on risque peut-être d'avoir des favoris qui se retrouvent deuxième, voire peut-être même troisième. Donc, un tableau complètement inversé. Maintenant, juste sur ces probabilités des 8e et 16e, parce que là, c'est plus sûr. Bon, si tu finis premier, tu joues le deuxième du groupe Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Et à l'inverse, si tu finis deuxième, tu joues le premier de ce groupe-là. Pas simple, mais je vais te dire, mon copain, je pense que le Maroc est en capacité de passer ce tour-là, même en terminant deuxième et en jouant le premier de ce groupe. Mais par contre, ça sera un sacré match. Parce que si c'est les Pays-Bas, si c'est un Maroc-Pays-Bas, oh là là, Maroc-Pays-Bas, on espère un remake de Maroc-Belgique parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Marocains au Pays-Bas. Ouais, il y a une grosse diaspora, ouais, très clairement. Donc là, ça serait un match qui serait fort. Mais sur le papier, par contre, là, juste moi, en tant que gars extérieur, je te dis, je regarde le match. Hein. Maroc-Pays-Bas, je dirais. Ça donne envie. Même Maroc-Japon, franchement, c'est un beau match. Hein. Je suis d'accord. Bah, c'est des matchs de Coupe du Monde. Tu vois, des matchs de Coupe du Monde qui donnent envie. Et comme tu as dit, les Japonais, on les met rarement dans les favoris et tout ça. Bah, tu les attends pas, mais ils font toujours des bons parcours. Bon, après, si on se retrouve en 8e de finale, en quart de finale, avec Curaçao contre Haïti, je te mens pas, je vais pas trop regarder. Hein. Mais bon, la proba que Curaçao et Haïti passent, déjà Haïti, si Haïti passe, ça veut dire qu'ils sont dans le groupe du Maroc. Donc attention quand même. Première Coupe du Monde de leur histoire, non, je pense que c'est pour la vanne, mais je pense pas que les deux équipes elles vont passer. Mais franchement, il y a un monde où bon allez, je vais t'allumer le feu. Il y a un monde où on se retrouve avec un Maroc-Sénégal en 8e de finale. Non. Ne sortez pas du terrain, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non. Alors juste par contre, vous me remettez pas l'arbitre de la finale. Ah non, vous me sortez, je sais pas, la référence. Même à la limite, je préfère encore même un Clément Turpin. Vous me foutez dessus. Clément Turpin, c'est pas grave, il fera des tacles sur les joueurs, mais pas l'arbitre de la finale de la CAN, par pitié. Il a failli. Je crois qu'il a arbitré la finale de la Ligue des Champions africaine en plus, si je dis pas de conneries. Là, cette année? Oui. Je sais pas si ils l'ont changé entre temps, mais ils l'ont désigné sur la finale de la Champions League africaine. Et bien évidemment, il y avait une équipe marocaine qui jouait, l'AS FAR.
J'ai pas suivi, je sais pas s'ils l'ont changé, mais je me suis Ah, c'est intéressant. Tu sais quoi, on termine le débat, je vais aller vérifier cette info parce que ça, c'est extraordinaire. Mais ne serait-ce que le mec qui soit encore en lice pour pouvoir arbitrer une finale de Ligue des Champions africaine. Ah, mais c'est déjà vraiment, vraiment, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Bon, bah, merci, mon copain. Je pense que là, on a été bien complet sur le dossier du Maroc, hein. Je pense que, on l'a dit, les demi-finales, c'est peut-être un step un peu trop haut, mais réalisable pour ce Maroc. Et pour nous, globalement, le vrai objectif, oui, c'est d'atteindre l'écart et d'être dans les 8 meilleures équipes mondiales, ce qui serait, encore une fois, ne nous trompons pas, une sacrée performance pour le Maroc, hein. Clairement. Parce que on le dit, c'est très bien, il y a beaucoup d'ambition, il y a eu et qui est né après 2022. Mais il faut être raisonnable. Le parcours de 2022, c'est extraordinaire. C'est pas tout le temps que tu peux arriver à les faire. Donc, si 4 ans après, tu arrives à être en quart de finale, ouais, ami marocain, ça sera déjà une belle perf. En tout cas, je pense. Donc, merci à toi, mon copain, d'avoir participé. Vrai plaisir. Comme d'hab, tu reviens quand tu veux pour parler du Maroc ou pour d'autres, hein, parce que t'es pas non plus t'es spécialiste du Maroc, mais tu regardes aussi d'autres matchs. Juste là, comme ça. Je pense que demain, 18h, il y a un petit match que tu vas regarder, je pense. Oui, je pense qu'on va être plusieurs à regarder ce match en espérant la deuxième, hein. Ça va être un bon match. T'es plutôt confiant pour cette deuxième? Ah, c'est dur, hein. Franchement, confiant, mais j'aurais préféré que City prenne la PL, hein, parce que là, je pense que ça leur a donné un petit. Tu penses que ça leur a mis le petit coup de fouet, le petit coup de boost Ouais, histoire d'aller chercher la première LDC. Je suis sur un match, il y a tout qui peut se passer, mais bon, je pense que même nous, je pense qu'on a faim, on a envie de chercher la deuxième. Je pense que ça va pas te plaire si on prend la deuxième Ligue des Champions. J'étais obligé. Écoute, la blessure a commencé déjà l'année dernière, le 31 mai. Elle a cicatrisé un peu. Bah justement, elle commençait. C'est quoi? Elle commençait à cicatriser et là, en fait, on va me la rouvrir. On va me la rouvrir derrière. Non, mais vas-y, c'est pas possible. Bon, en tout cas, voilà, je me doutais bien que demain, à 18h, tu vas être devant ta télé à espérer une deuxième étoile. Si j'ai bien compris. Ouais. Bon, eh ben, écoute, je vais pas te dire que je te le souhaite parce que mon cœur de Marseillais ne peut pas te dire ça. Et mon copain, j'ai envie que tu sois content. Donc, si ça peut te donner du plaisir, à la limite, voilà. On va retenir ça. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à commenter, liker et partager. Vous abonner comme d'habitude, c'est ce qu'on a besoin et ce qui nous donne de la force. On va revenir très vite avec d'autres focus sur les équipes du mondial. Et dans un petit quart d'heure, 20 minutes, on commence un nouveau live sur le barrage de Ligue 2, Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne. Un petit prono? Saint-Etienne ou Nice qui va en Ligue 1 l'année prochaine? Franchement, j'aimerais bien revoir Saint-Etienne en Ligue 1, hein, parce que les derbies avec Lyon, ça nous manque un peu là. Ça manque un peu. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que les Stéphanois, c'est pour eux. Et puis les Niçois, c'est vraiment. Là, si ça descend. Catastrophique, hein. Franchement, j'aime bien le job, mais je pense qu'il va falloir qu'ils descendent en Ligue 2. Hein. Ouais. Bah oui, on n'en a pas parlé de Sofiane, mais oui, c'est vrai que. Vu la saison, je pense que c'est logique qu'il ne soit pas dans la liste. Oui, je pense aussi. Je pense aussi qu'on ne pourrait pas faire mieux. Bon, bah, en tout cas, merci à toi, mon copain. Merci à tous d'avoir suivi. Le live sera dispo en replay dans quelques minutes et sera disponible aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes. Merci à tous, les copains. Et puis, bah, vous gardez en tête, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao.